Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du Goûter Panafricain. Je suis vraiment honoré de vous retrouver pour un nouvel épisode. Ça fait longtemps et je suis content de retrouver l'équipe des vaillants, l'équipe des panafricanistes. Comment ça va? Je vais démarrer avec la voix féminine du groupe. Hachetsou, comment tu vas depuis le temps? Alors, merci Thomas de nous convier à un débat qui a toute son importance et sa place justement par rapport aux événements qui se sont déroulés notamment au niveau sportif. Et donc, c'est vrai que c'est un thème qu'on aborde très peu et que c'est intéressant justement que tu nous interroges là-dessus. Merci encore une fois et à mes co-panélistes aussi d'être de la partie. Merci Thomas. Super. Et comme tu l'as dit dans l'introduction, aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu plus léger, sportif. Mais on va bien sûr coller un peu à l'actualité. Mais on a décidé de changer. Et donc tu l'as dit, il y a Aton. Comment tu vas, Aton? Au top à tous. Non, moi ça va très très bien. Je suis enchanté de voir la sœur Hatshepsut directement chez nous. Donc on la salue bien bas. Notre ami Thibaut Bou qui est pu présenter avec ses livres et ses ouvrages. Et bien sûr Thomas qui reste vraiment notre saint des saints et qu'on espère conserver le plus longtemps possible, notre jeunesse du moment. Merci beaucoup. Et comme tu l'as dit, c'est notre auteur du groupe qui a écrit énormément d'ouvrages. On vous invite à les regarder, tout est en description. C'est Thibaut Bou. Comment tu vas, Thibaut? Oui, merci Thomas, merci à Ton, merci à Diossou. Et je vais bien comme l'actualité, comme notre monde, tout va bien. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on s'est pas eu dans nos débats, mais je pense que ça fait pas aussi de mal de prendre un peu de recul pour poser tranquillement les choses, dire les choses avec la bonne réflexion, avec un peu de recul. En tout cas, ça va très bien. Super. Je vous rappelle, Goûter Panafricain, c'est la chaîne de la communauté africaine, mais également de sa diaspora. On va traiter vraiment de sujets qui ont un rapport avec le panafricanisme. Donc, pensez bien sûr à liker le podcast. Et si vous n'êtes pas abonné, si vous nous regardez depuis tout ce temps, pensez à vous abonner. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet brûlant. Alors, ça dépend maintenant. Ça s'est un peu tari depuis, mais on en parle toujours sur les réseaux sociaux. C'est le combat qu'il y a eu entre Francis Ngannou et le champion du monde de la boxe, Tyson Fury. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Francis Ngannou, à la base, c'est un combattant de MMA. C'est comme ça qu'il a été connu au grand public. Si vous connaissez pas le MMA, donc c'est un mélange de plusieurs disciplines, la boxe thaïlandaise, les arts martiaux, et ça se passe dans une cage. Donc ça, c'est sa spécialité. Il faut savoir qu'avant, il était quand même déjà boxeur, mais il a basculé sur le MMA. Et il a décidé de se lancer un défi, c'est d'affronter l'expert de la discipline en boxe anglaise, qui est Tyson Fury. Donc, tous les spécialistes de la boxe disaient que c'est impossible qu'un combattant de MMA tienne le coup face à un expert de la boxe anglaise. Il faut savoir que ce type d'événement a déjà eu lieu. Il y a eu notamment Floyd Mayweather contre Conor McGregor. Et forcément, ça a tourné à l'avantage du vrai boxeur, donc Floyd Mayweather. Il y a eu aussi d'autres combats de ce type, mais plus d'influenceurs, de youtubeurs. Et là, c'était un autre combat, donc un peu plus officiel. Donc, le champion de MMA face au champion de boxe. Normalement, ça aurait dû être Tyson Fury qui gagne facile. Sauf que, à la grande surprise générale, si vous regardez bien, c'est Francis Ngannou qui a mené le combat à tel point à un moment donné, il a mis à terre son adversaire Tyson Fury. Tyson Fury qui a été compté, qui a eu un knockdown, on appelle ça. Et donc, Francis Ngannou a réussi à mettre à un moment donné, à mettre KO Tyson Fury, mais il a réussi à se relever. Et donc, il a réussi à mener le combat. Et comble de ce sport, c'est qu'à la fin des 12 reprises, ils ont donné victorieux Tyson Fury. Incroyable. Pour vous, est-ce que c'est une injustice qui s'est produite sous nos yeux? Est-ce que vous avez eu l'occasion de voir le combat? Quel est votre sentiment sur ça? Vous parlez de ce combat et puis dans le prolongement aussi du Ballon d'Or aussi, il y a une différence. Ce combat a été organisé par les hommes d'affaires. C'est-à-dire qu'on savait à l'avance qui allait gagner puisque il y a eu un arrangement en amont. Il suffit de voir un peu les vidéos après match de Mike Tyson, l'entraîneur d'Ngannou, avec Fury. Ils étaient assis, ils rigolaient et tout ça. Donc je pense que
première vue, comme quand on regarde, effectivement, il y a eu un lockdown, comme tu dis, il a été par terre, mais Ngannou et son staff étaient au courant, en fait, hein, c'est ce que je pense, hein, maintenant ça reste à vérifier, ils étaient au courant de l'issue du match, puisque il y avait des gros sous on va dire sous la table, et il y avait aussi cette histoire de la bourse, une perte de la bourse, c'est-à-dire que et puis aussi de leur fédération, si Ngannou gagnait tout de suite, c'était un peu la fin de la fédération, ils perdaient beaucoup de sous. Donc je pense qu'en amont, bien en amont, les deux équipes se sont bien entendues pour organiser un match de boxe qui chacun savait bien ce qui allait en sortir. C'est pour ça, je pense, les arbitres ont penché pour ce qui était convenu. Maintenant, si Francis Ngannou n'était pas d'accord, il avait aussi la possibilité de le mettre KO. Puisqu'il a essayé. Le gars, il s'est relevé. Si vous regardez bien, quand il était KO, Ngannou faisait un peu un geste comme ça. Quand on est dans un match, quand on est bien pris par la passion, par l'événement, tu peux pas jouer. Tu ne joues pas. Il jouait un peu, mais les gens n'ont pas vu ça. Il y avait un petit jeu, même si on peut penser que à l'époque, Mohamed Ali, il faisait un jeu, mais lui, il était engagé. Mohamed Ali, il était engagé. Quand il gagnait pour une cause. Ça allait au-delà de coups de poing. Là, on s'est rendu compte que c'était des affaires à faire. Ils ont fait des affaires. Mais malheureusement, on a mis notre cœur dans la balance, croyant que c'était une réalité. C'était une réalité. Donc, il faut peut-être attendre avec les enquêtes pour se rendre compte qu'effectivement, c'était pas un réel combat qu'on avait à faire, mais on avait affaire à une somme d'argent et d'affaires. Maintenant, je rebondis juste sur le Ballon d'Or. Là, au niveau du Ballon d'Or, il y a problème. Parce que celui à qui on a donné le Ballon d'Or, c'est-à-dire Messi, pratiquement ne joue plus les grandes compétitions. Il est parti dans les pays où il n'y a pas réellement de foot, en Arabie Saoudite, aux États-Unis, mais n'empêche que on lui redonne quand même le Ballon d'Or. Là, il y a un hic. Là, il y a un hic vraiment un hic de racisme, et puis un hic aussi en fait, c'est ceux qui organisent, qui au final donnent à qui ils veulent bien donner leur trophée. Donc c'est un peu ça. Donc il faut pas mettre de la passion, il faut mettre du recul et voir que ils sont en affaires, et en affaires, le sentiment n'y est pas. C'est les hommes d'affaires. Ok. Alors je vais juste rajouter des petits détails sur ton intervention. Alors moi je pense pas que Ngannou savait que c'était corrompu dès le début, parce qu'en fait quand il a démarré le combat, à l'interview de presse qu'il a donné à l'après du combat, il a dit qu'il faisait vraiment ce combat pour le gagner. Mais il savait que pour gagner ce combat, il se devait de mettre KO Tyson Fury, parce que si ça allait au point avec les juges, ça allait être vraiment compliqué. Et comme tu dis, comme tu l'as souligné, il y avait un peu de la connivence entre Mike Tyson et Tyson Fury. Alors peut-être c'est pas au niveau affaire, parce qu'en fait Tyson Fury s'appelle Tyson parce que son père adorait Mike Tyson, et ils sont déjà vus en dehors de ce combat. Ils sont déjà vus il y a des années avant, même Mike Tyson l'avait invité sur son podcast. Il a un podcast de boxe, donc c'est pas forcément sur ce point-là peut-être qu'ils discutaient. C'était vraiment de l'amitié pure, hein. Des fois on voit les boxeurs rivaux, mais ils sont aussi rivaux sur le ring, mais ils sont aussi amis, et des fois à l'extérieur. Et moi, je pense plus que ça. Et surtout, Mike Tyson a posté ensuite une photo sur son Instagram où il disait il montrait Francis Ngannou, il disait que c'était lui le vrai champion. Donc, je suis pas trop sûr. Après, pour revenir sur Léo Messi, en fait, c'est là que il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. En fait, Léo Messi, il réussit son Ballon d'Or cette année parce qu'en fait, il comptabilise ce qu'il a fait l'année dernière. Et l'année dernière, il n'était pas déjà aux États-Unis, il était au PSG. Il a fait une saison moyenne, mais il a fait quand même une belle saison. Il a fini meilleur passeur, deuxième meilleur buteur. Donc, en fait, les stats parlent pour lui, mais il n'a pas fait vraiment un grand match. Mais il a gagné la Coupe du Monde. C'est ça, en fait, qui le sauve. Et en fait, le débat, c'est qu'il y a des années où tu as des joueurs qui ont gagné la Coupe du Monde et qui n'ont pas reçu le Ballon d'Or. Sauf que quand c'est Messi, forcément, lui, il le reçoit. Mais on va pas trop rester sur ça. J'ai envie d'avoir la parole des autres panélistes. Hachem Soud, qu'est-ce que tu t'en penses de Ngannou? Oui, alors bon, moi je suis pas une folle amatrice donc de la boxe, hein. C'est pas quelque chose que je porte vraiment. Voilà, je m'intéresse pas forcément à ce sport-là. Par contre, j'ai regardé quelques images et notamment des commentaires et des journalistes patentés qui ont fait des commentaires et qui sont arrivés un petit peu à la même conclusion, c'est que pour eux, Ngannou
est vraiment le véritable vainqueur donc de cette compétition-là, hein, une compétition de boxe. Pourquoi? Parce que il y a deux choses au niveau de la boxe. On gagne par KO, on n'a rien à dire parce que c'est tellement évident, l'autre est au tapis. Et puis il y a un côté un peu plus technique qui sont fondés sur des règles qui ont été établies par un marquis de Canterbury, donc c'est-à-dire c'est un Anglais. C'est-à-dire qu'il a codifié la manière justement pour qu'un arbitre puisse départager deux valeureux sportifs. Et il y a une chose qui est assez incroyable et assez troublant et qui peut rejoindre un peu ce que dit Thibaut, c'est que chaque concurrent choisira un arbitre. C'est-à-dire que c'est une règle, c'est la règle numéro 4, chaque concurrent donc ramène un arbitre. Donc c'est vrai que concernant l'arbitrage, on peut après coup se demander est-ce que il a été volé, est-ce que finalement c'est une véritable supercherie à laquelle on a assisté. Moi je suis pas tellement sûre. Je dirais plutôt que là où la question se pose, c'est est-ce que réellement, moi je m'interroge un combat, quelqu'un qui est reconnu comme dans sa discipline des arts martiaux mixtes, c'est-à-dire MMA, qui a justement eu très peu de temps pour pouvoir apprendre les règles donc de la boxe anglaise, arrive donc justement au ring et avec une telle force montre à quel point il est le candidat dominant de ce match-là, c'est-à-dire c'est lui qui remporte effectivement la victoire. Il faut regarder aussi qui est, comme tu l'as dit, Tyson Fury. Donc c'est quelqu'un qui fait partie déjà donc d'un environnement familial où il y a déjà l'esprit de la boxe et de la compétition. Et puis il faut regarder son histoire. C'est quelqu'un qui balance entre la dépression, l'envie d'avoir un ego où il est admiré par les autres, etc. Donc je ne pense pas que l'on va s'arrêter là. Je pense qu'il y aura certainement une revanche où de manière claire et nette, l'un des deux va remporter la victoire sans qu'il y ait de contestation, parce que là, comme a dit Thibaut, on est en droit de se poser des questions. Là, on est à la fois au niveau de l'arbitrage, au niveau de la connivence entre les joueurs. Il faut savoir qu'il y a... Alors moi, j'ai pas tellement regardé. Est-ce qu'il y avait du trash talking? Est-ce qu'il y avait des propos un peu véhéments qui sont dits entre les joueurs pour se titiller? Ça, je sais pas. Mais en tout cas, il y aura peut-être une revanche. Et là, on pourrait reconnaître quel est le véritable maître. Parce que Tyson Fury était vraiment le champion des champions, puisqu'il avait réussi donc à battre le tenant en titre, Klitschko, et ce n'est pas rien. Alors Klitschko, ouais, ça date un petit peu, c'est vrai, il l'avait battu, mais surtout c'était son dernier combat contre Deontay Wilder qu'il avait gagné, qui était un beau combat. Ils ont fait une première partie, ça a fini au match nul. Une deuxième partie, c'est Tyson Fury qui gagne. Troisième, la belle, c'est lui qui a gagné. Donc il était vraiment allé au bout. Après pour le trash talk, j'ai regardé les conférences de presse. Avec tous les combats que j'ai vus, franchement, ils ont été vraiment très respectueux l'un l'autre. Il y a eu c'était vraiment des jeux d'enfants. Il y a eu des trash talk vraiment beaucoup plus véhéments que ça. Eux, ils s'appréciaient, vraiment. Il n'y avait pas de plus de haine que ça. Faut pas extrapoler. Tyson Fury, je trouve qu'il a été correct avec Francis, et Francis aussi l'a été. Sauf que, à l'issue du combat, c'est Francis qui gagne et on lui a pas accordé. Je pense surtout que Francis était bien préparé, mine de rien. Et Tyson Fury l'a un peu sous-estimé. Qu'est-ce que t'en penses, Aton? Ouais. Moi, je connais pas grand-chose en boxe. Moi, je suis dans cette génération, donc je vais pas donner trop d'avis là-dessus. Moi, ce que je vois derrière ça, surtout, c'est que c'est l'Afrique qui gagne. C'est la première fois historiquement qu'on a un Africain qui monte sur un ring de boxe et qui est presque champion, ou je me trompe, ou historiquement ça s'est déjà vu. Parce que moi, je voyais beaucoup d'Américains noirs qui étaient là. Je voyais beaucoup d'Anglais, de Français, mais très rarement des Africains. Et moi, c'est l'Afrique qui gagne. Dès que je vois des Africains gagner, ça me met plus en joie. Et surtout quelqu'un qui se revendique, non pas pseudo-français, francophone, etc., mais vraiment de l'africanité profonde, on va dire de toute la région du bassin du Congo. Je me sens vraiment fier, et c'est là où je vois la fierté des choses. Que ça soit n'importe quel sportif, s'il aurait pu être boxeur, comme il aurait pu faire de la natation, comme il aurait pu faire autre chose.
Et tant qu'il peut faire rayonner l'Afrique, c'est tout ce qu'on veut. En fin de compte, on veut que des bons éléments qui peuvent nous amener vers le haut et jamais vers le bas, plus jamais vers le bas, que des gens vers le haut. On veut que du positif et ces prochaines années, j'espère que ce sera comme ça, des gens qui nous font rêver, qui nous font rayonner vers le haut, que ça soit dans la littérature, dans l'art, dans le sport, pourquoi pas, ou même dans d'autres environnements, puisqu'on en a besoin. On a besoin de faire rayonner notre continent en positif. Kalala Omotunde nous le disait, c'est le positif qui doit reprendre le dessus, on doit être positif et toujours encourager les nôtres vers le haut. Super. Alors, oui, Francis Ngannou, Camerounais. Est-ce qu'il y a eu d'autres boxeurs? Peut-être faudrait regarder le palmarès de tous les champions du monde. Je n'ai pas dans ma tête qui vient tout de suite, mais peut-être ça a dû arriver. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est dans le MMA, c'est arrivé. Et même à l'époque où Francis Ngannou a été champion du monde, à ce moment-là, il y a eu Usman qui est nigérien. Et il y a aussi Israël Adesanya qui est australien, mais qui est d'origine nigérienne. Et à chaque fois, ils ont leur drapeau avec eux. Donc, non, en fait, sur d'autres disciplines, ouais, il y en a eu, mais après en boxe anglaise spécifique, à voir. Les amateurs de boxe, hein, si vous nous regardez, mettez-le nous en commentaire. Voilà, faites-le nous en commentaire. Et puis, des gens qui portent l'Afrique. Je vois des gens qui sont africains et qui portent la France, quoi. On comprend même pas le bordel. On comprend pas le principe, mais bon, ils sont là, ils portent la France, mais il n'y a pas de sens. Des gens qui portent l'Afrique. C'est ça qu'on veut. On veut des gens qui soient africains et qui aiment l'Afrique et qui la portent vers le haut en gagnant. Voilà. Pour toi, donc ça veut dire que les Africains de France qui ont la double nationalité ne devraient pas porter le drapeau de la France? Non, c'est pas ce que je dis. Je dis qu'au bout d'un moment, on est sur un continent qui parle de tellement bas qu'il nous faut du positif. Il faut du positif pour nos jeunes. Il faut une vision positive pour dans tout. J'ai parlé de littérature, j'ai parlé d'événementiel. Ça peut être même dans le cinéma, ça peut être dans tous les arts. Il nous faut de l'excellence. On peut plus se permettre aujourd'hui d'avoir une Afrique qui a une telle histoire de l'humanité. C'est le plus vieux continent de l'humanité, avec une telle population qui en veut, une jeunesse qui est vraiment magnifique, avec des sourires plus qu'il n'en faut, avec une énergie débordante qui doit nous montrer, et nous, les plus grands, de leur donner en exemple. Et c'est pour ça que c'est Ngannou, ces gens comme ça qui sont de l'Afrique et qui montrent l'Afrique, le drapeau africain en priorité, parce que nous sommes africains, on doit montrer l'exemple de l'excellence pour que ces jeunes puissent te dire demain, voyez, mes anciens, ils réussissaient. Alors, j'ai envie de vous parler du parcours de Ngannou, juste en résumé. Il faut savoir que Ngannou, Francis, il part du Cameroun et il a un rêve, en fait, c'est de devenir combattant. Sauf que personne n'y croit là, dans sa ville au Cameroun. Et il va braver tous les dangers. Il va partir, il va traverser l'Afrique. Alors, je ne sais pas, il faudrait que je me renseigne s'il l'a fait à pied ou en voiture. En tout cas, il est parti du Cameroun jusqu'au Maroc. Il faut s'en rendre compte de la distance. Il a traversé 2 déserts. Il est passé par le Sahel, passé par le Sahara. Enfin, il a eu un sacré parcours pour arriver au Maroc où il a été quasiment, vous connaissez les conditions qu'ont les réfugiés dans ce pays-là. Donc, il a quasiment été, il disait, il a quasiment frôlé la mort. Il a traversé donc la Méditerranée pour arriver en France, notamment à Paris, où il était SDF. Ça aussi, c'est important à savoir. Vous imaginez tout ce parcours pour arriver sur Paris SDF. Là, en ce moment, il fait froid. Imaginez, c'était sa situation. Et il s'est inscrit pour le combat. Donc, il a intégré un club de boxe. Donc, vous imaginez son parcours, faire braver tout ça pour faire un combat où il se prenait des coups au visage. Ça montre sa détermination. Et il a grimpé les échelons alors qu'il n'avait pas forcément d'expérience dans cette discipline, jusqu'à arriver à l'UFC et jusqu'à gagner et ensuite arriver là où on connaît. Là, je vous ai fait vraiment les grandes lignes. Mais en tout cas, son parcours est très inspirant. Et moi, ça m'a fait penser à un parcours d'un autre boxeur qui a été un idole de Mike Tyson, qui s'appelle Jack Johnson. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Alors, Jack Johnson, c'était un boxeur qui a vécu dans les années 1878-1940 aux États-Unis. Et ça a été le premier champion du monde poids lourd noir entre 1908 et 1915. Il faut savoir qu'à cette époque-là, forcément, il y avait un pays, les États-Unis étaient vraiment au comble du racisme. Et il n'imaginait pas qu'un noir pouvait gagner le titre de champion du monde, à tel point qu'il disait qu'il y avait des boxeurs, notamment le champion du monde en titre, James Jeffries, qui avait refusé le combat contre lui, le premier, parce qu'il estimait que c'était impossible qu'un boxeur blanc se batte contre un noir. En fait, les noirs étaient interdits de la catégorie reine, la catégorie poids lourd. Et finalement, ils ont fait ce combat. Alors, dans des conditions exécrables, faut savoir qu'il y avait, ça a été devant 22 000 personnes. Il y avait des chants racistes.
notamment tuer le nègre. Enfin, il y a plein de choses. Le combat il a été interminable et finalement c'est Jack Johnson qui a gagné. Et il y a eu des vagues de racisme dans tout le pays, même des agressions dans tout le pays. Et ensuite, Jack Johnson va faire plein de combats, il va encore en gagner et il va même épouser d'ailleurs une femme blanche et il va être poursuivi pour ça. Il va être emprisonné parce qu'à cette époque-là, c'était interdit. Il a voyagé au Canada, en France. Voilà, sacré parcours. Je vous invite à regarder son parcours à Jack Johnson. Et au final, ce qui est magnifique, c'est il était entrepreneur, il a créé un club de luxe à Harlem qui deviendra le Cotton Club. Et d'ailleurs, ce club, on en trouve un Cotton Club à Paris. Et finalement, c'est des années après, à titre posthume, qu'il va être gracié par Donald Trump d'ailleurs, et il va être intronisé au International Box Hall of Fame en 1990. Mais en tout cas, c'est un parcours inspirant, un peu sorti de nulle part. Je sais pas si vous le connaissez, ce boxeur, Jack Johnson, si vous voulez en parler, ou si vous connaissez le parcours de Francis Ngannou. Ben, pas du tout, c'est-à-dire que là tu nous fais découvrir encore des personnages méconnus et comme disait souvent Aton, il est temps que l'on s'approprie effectivement énormément de données, d'informations qui nous concernent, qui concernent les mélanodermes et qui sont justement mis au fin fond donc des bibliothèques et quasiment si c'est pas détruit, justement pour empêcher que l'estime donc des mélanodermes soit rehaussée quoi. C'est bien ce que tu nous dis là. Alors il y a une deuxième chose donc en parallèle, c'est le côté tragique, c'est-à-dire que ils ont toujours des contraintes qui les empêchent effectivement de montrer leur plein potentiel, qui est un potentiel qui est au-delà de ce que l'on peut imaginer. C'est-à-dire que un locoderme mis dans les mêmes conditions, même lorsque l'on regarde, mais c'est pas pour vraiment taper sur Tyson Fury, qui a une maladie et qui l'a dit, il souffre de la dépression. S'il est mis dans des conditions extrêmes de vie au niveau de son adaptation à un environnement fruste, est-ce qu'il aurait pu être champion du monde? La question est posée. Ça veut dire que les mélanodermes possèdent en eux-mêmes, du fait justement de ce que l'on leur fait subir, et je ne vais pas revenir sur la phrase que disaient souvent au 19e siècle certains des parents à leurs enfants, tu dois faire doublement le travail, plus qu'un blanc pour pouvoir réussir. C'est-à-dire que tu dois apprendre doublement. Mais ils le font déjà, ce travail, puisqu'ils doivent s'adapter à des environnements frustres. Psychiquement, ils le font déjà. Donc voilà, c'était un mot qui était important à dire. C'est vrai que après, Tyson Fury est quand même descendant d'une famille de gitans, les gypsies. Donc peut-être qu'il n'a pas forcément vécu avec une cuillère en or dans la bouche. Mais comme tu le dis en parallèle, si toutes ces personnes blanches avaient vécu ce qu'avaient vécu, ne serait-ce qu'un tiers de ce qu'ont parcouru ces boxeurs noirs, je suis pas sûr qu'il y en aurait eu autant de champions du monde. Qu'est-ce que tu en penses? Vous voulez qu'on reste sur le sujet Ngannou? Peut-être que vous avez encore d'autres choses à dire. Jack Johnson? Peut-être un peu Ngannou, parce que effectivement, j'ai à mon atome quand je vous parlais, j'ai dit que le combat a été un peu gagné à l'avance parce qu'il y a eu attente, mais il faut reconnaître le parcours personnel du boxeur Ngannou, en partant du Cameroun où il travaillait dans les mines, traverser le désert, on sait pertinemment le pourcentage de chances d'arriver, on va dire, en Europe, c'est très très mince. Il arrive en Europe, il arrive à s'entraîner, il arrive à gagner. Donc à chaque fois, il monte et il a des grandes ambitions. Là, il faut lui reconnaître ça et il faut pas non plus bouder son plaisir quand c'est ça. Mais une fois qu'on a dit ça, il faudrait qu'on reste un peu, on va dire, on reste un peu éveillé dans le sens où malheureusement, les Africains en général, on a toujours de l'inachevé. C'est-à-dire que il y a toujours un bon parcours et à la fin, il y a toujours des histoires qui terminent un peu mal à cause du racisme, à cause du financement, à cause, disons, de la toile d'araignée qui est tissée, qui fait en sorte que c'est pas souvent bien terminé, justement, comme dit Aton et Adjessou, pour donner la relève, pour donner confiance aux jeunes générations, pour dire, mais effectivement, en passant par ce trajet, eh bien, on peut réussir, on peut vivre, et puis même, on peut porter l'image de son pays très, très haut. Malheureusement, on en est encore là. C'est-à-dire que ça soit en France. On prend le cas, par exemple, du ministre de l'Éducation nationale qui a été viré, Pape Ndiaye.
C'est pratiquement, il n'est pas resté longtemps, mais c'est le seul ministre qui avait un vrai projet d'éducation, puisqu'il a été enseignant lui-même. Lui-même, il a aussi un parcours de militant. Il a écrit des bouquins. C'est-à-dire qu'il avait un vrai contenu pédagogique. Mais n'empêche que malgré son contenu pédagogique et malgré son parcours personnel, intellectuel, il a été vraiment viré rapidement. Donc, du coup, tous les jeunes qui pensaient que, bon, de par son effort personnel, c'est-à-dire les études, c'est-à-dire la droiture, savoir se conduire et tout ça, on n'a pas forcément gain de cause, puisque la décision ne vient pas de nous. La décision vient de quelqu'un d'autre qui impose soit ta présence, soit ton absence. Donc, c'est pour ça que je reviens encore à Francis Ngannou et je pense que avec le temps, il va vraiment être dans sa logique, c'est-à-dire dans son ambition de toujours faire des grandes choses. Et s'il y a un cas de ce type qu'on a vu, c'est aussi son droit de porter l'affaire devant les instances judiciaires. C'est-à-dire qu'il ne faut pas toujours faire à l'africaine. C'est-à-dire que si on estime que, si lui-même l'estime, que le combat n'est pas régulier, mais alors il n'y a pas de raison pour ne pas le refaire le combat. On peut le refaire le combat. Il ne faut pas qu'on soit simplement dans on va dire, le mot m'échappe un peu, dans des discussions. Ouais, dans les discussions, on s'est dit, oui, il aurait dû, il aurait pas dû, il a ou il n'a pas. Ben, s'il n'a pas, on refait le combat. Et puis, il a quand même maintenant les médias, il passe devant les médias, il estime que le combat était irrégulier, il le dit. Parce que il n'y a pas que lui, en fait, en réalité. Il n'y a pas que Ngannou. Derrière lui, il y a toute une jeunesse, il y a tout un pays, comme l'a dit Aton tout à l'heure, tout le Cameroun est derrière lui. C'est-à-dire que tu l'aimes ou tu l'aimes pas, chacun porte le drapeau. Donc, quand tu vois ça, quand quelque chose n'est pas bon, ben, tu dis, écoute, on refait le combat. Et je pense qu'il faut aller dans ce sens pour pouvoir libérer d'autres énergies pour aller de l'avance. Moi, je dirais même qu'au lieu de refaire le combat, on devrait lui attribuer cette victoire déjà. Parce que si on refait le combat, ça veut dire qu'il y a une revanche, mais sauf que la revanche, ça veut dire que il y a quelqu'un qui a perdu. Et sauf que dans ce cas-là, c'est Francis qui officiellement, ils ont dit que c'est lui qui a perdu. Sauf que si ils admettent que c'est pas lui qui a perdu, là, c'est beaucoup mieux. C'est-à-dire que Francis, il part pas avec 1-0. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que s'ils refont le combat et on sait jamais, imagine, il perd, bon, bah là, ça fait 2-0 pour Tyson. Alors que là, s'ils refont le combat et que la victoire de base, elle est déjà pour Francis, ils refont le combat, ça fait que 1 partout. Donc, moi, si je suis à la place de Francis, je me battrais même pas pour refaire le combat, mais juste pour déjà réattribuer ce titre qui le revient. Moi, alors, on va passer à un autre sujet, on va rester sur le sport. Et parce que récemment, il y a eu la Coupe du Monde de rugby. Alors, on n'est pas des grands fans de rugby, mais on voulait s'attarder sur l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui gagne la célèbre Coupe du Monde. D'ailleurs, c'est la 2e fois consécutive. Et l'Afrique du Sud qui est une équipe assez particulière, qui a vécu à l'époque qui a été montée à l'époque aussi à des moments troubles. Et qui est devenu célèbre en 95 avec Nelson Mandela, qui a un peu été le symbole de la réconciliation. Pourquoi je dis réconciliation? Parce que en Afrique du Sud, il y avait l'apartheid et les Noirs et les Blancs, ça jouait pas vraiment ensemble. Et il y a que maintenant là, il y a que récemment d'ailleurs que le capitaine de cette équipe là de l'Afrique du Sud, c'est le premier Noir qui est capitaine. Et on est en 2023. Donc ça vous montre un peu la particularité de ce pays. Donc voilà, l'Afrique du Sud gagne cette Coupe du Monde. Qu'est-ce que vous en pensez de... si vous voulez revenir sur le rugby, mais si vous voulez pas, qu'est-ce que vous en pensez de ce pays un petit peu là, l'Afrique du Sud? Bon, il faut dire qu'il y a un problème au niveau de l'Afrique du Sud. Il y a un problème au niveau de l'équipe. Il y a un problème aussi au niveau de la nation. Et puis, il y a aussi un problème au niveau de la représentation. C'est-à-dire que depuis leur première Coupe du Monde, ils avaient à peu près 2 ou 3 Noirs dans l'équipe. Aujourd'hui, il faut chercher les Noirs dans l'équipe. Alors, voilà, petite rectification, parce que je suis allé quand même, vu que je suis pas un grand fan, mais je suis allé quand même regarder leur équipe. Leur équipe est quand même un peu plus mélangée que par rapport dans les années 90. Là, si tu regardes récemment, leur équipe de rugby, il y a des Noirs et des Blancs. C'est quasiment, je dirais, quasiment du 50-50. Oui, sauf que une fois qu'ils sont sur le terrain, il n'y a plus de Noirs. Il y a 1 ou 2 qui sont sur le terrain. Il y a un problème. C'est l'Afrique du Sud, ça veut dire Afrique. C'est-à-dire qu'il y a une majorité de Noirs. Et puis, ils savent jouer au rugby, hein. C'est-à-dire que la première fois qu'ils ont gagné la Coupe du Monde, ils en ont pris 2 ou 3. C'est 2 ou 3 qu'ils ont pris leur a fait gagner cette Coupe du Monde. Donc, je pense qu'à un moment, il faut aussi que les autorités et les politiques fassent en sorte que
ce racisme soit mis à terre, parce que visiblement, on voit bien qu'il s'agit du racisme. C'est aussi le cas pour la Nouvelle-Zélande, hein, l'équipe de la Nouvelle-Zélande. Quand on regarde l'équipe de la Nouvelle-Zélande, ils font le haka et tout ça, mais à l'origine, à la base, le haka qui était prononcé, c'est des haka des Noirs africains. C'est eux qui faisaient ce haka et ça avait un sens, c'est réel. Mais aujourd'hui, il faut chercher dans l'équipe de l'Australie, il faut chercher un Noir. Il y en a pratiquement pas. Il y a un ou deux qui s'affichent. Et en plus, bon, j'ai rien contre des personnes qui sont de taille moyenne. Mais on a comme l'impression celui qui fait le haka, c'est celui qui a la taille moyenne. Tous les autres, ils font 1m98, 2 mètres et tout ça. Bon, j'ai rien contre, mais il y a un problème. C'est-à-dire que ce qui se passe en Afrique du Sud se passe aussi dans la Nouvelle-Zélande et tout ça. À un moment, il faut dire stop et les choses doivent être un peu, disons, régulées. L'Afrique du Sud doit réguler à la fois son économie et son sport. C'est pas normal que, c'est vrai, il chante l'hymne national qui est très, très intéressant d'ailleurs, qui est chanté par 4 nations, mais il n'y a pas que ça. Il y a un problème. Il y a un gros problème. Il faut que ça soit résolu. Ils ont gagné, c'est bien, mais c'est-à-dire que quelqu'un qui n'a jamais mis un pied en Afrique du Sud ou qui connaît pas beaucoup, les jeunes qui sont nés en 2000, hein, connaissent pas tout ça, ils regardent un match de rugby à la télé, on lui dit l'Afrique du Sud, c'est où? Il va dire mais l'Afrique du Sud, c'est en Europe. Ou aux États-Unis, il va pas dire c'est en Afrique. Donc bon, à un moment, il va falloir traiter les vrais problèmes et faire en sorte que on arrête ces dysfonctionnements. C'est pas normal. Alors, bon, merci effectivement de faire la passerelle entre le sport et puis quelque chose un petit peu beaucoup plus grave, hein, qui est la situation sociale et économique globalement donc des populations mélanodermes donc dans un pays qui a longtemps vécu sur ce qu'on appellerait l'apartheid. Ça veut dire vivre dans une société séparée, donc d'un côté les blancs et d'un côté les noirs. Alors, ça n'est pas tombé comme ça, ce n'est pas un construit qui viendrait des populations, comme vous le savez, hein, des personnes natives, des populations natives donc de l'Afrique du Sud, puisqu'on l'appelle l'Afrique du Sud, mais plutôt de populations qui viennent de l'extérieur. C'est-à-dire, ce sont des protestants, c'est-à-dire des croyants qui arrivent donc sur un territoire parce que justement ils sont persécutés en France notamment. Il y avait donc l'édit de Nantes et puis il y a eu l'édit donc de Fontainebleau qui a récusé effectivement l'édit de Nantes et qui a remis en question donc pas les privilèges mais une manière plus ou moins soft d'accorder un droit au culte, hein, le droit donc de pouvoir pratiquer, un droit donc de pouvoir exprimer leur foi d'après donc Luther et Calvin, les calvinistes, et qui tout d'un coup se retrouvent donc face à ce qu'on pourrait appeler des persécutions. Et ils n'avaient pas le choix. Ils n'avaient pas le choix. Ils vont partir la Bible à la main vers 2 directions. Ils vont partir vers les États-Unis, hein, tout ce qui est la Virginie, toute cette partie donc qu'ils vont construire entre guillemets sur des massacres, et ils vont partir aussi vers l'Afrique du Sud et toujours avec la Bible à la main, et qui vont construire ce qu'on appelle aujourd'hui l'Afrique du Sud, toujours sur des massacres. Alors, d'un côté, ils vont instaurer donc aux États-Unis ce qu'on appellerait donc la ségrégation, et au sud de l'Afrique, ils vont instaurer ce qu'on appellerait l'apartheid. D'une manière ou d'une autre, ce sont des croyants, c'est-à-dire qu'ils ont des convictions. Et la conviction est quand même quelque chose, une notion qui est arrimée donc à l'Église, hein, c'est-à-dire que ce sont des croyants qui ont une foi et qui ont la certitude que leur action est juste et légitime du point de vue de Dieu, et que toutes les victoires qu'ils vont remporter par rapport donc aux populations autochtones, notamment par rapport donc au roi Dingan Kazanga Kona, ça je vous invite, je l'ai sur le post-it parce que je me disais que j'allais en parler, je vous invite donc à le lire. Il y a eu énormément de batailles, la bataille de Blood River, donc qui a opposé certaines populations justement de ces territoires-là aux Anglais, aux Français, aux Hollandais. Donc il y a un intérêt certain pour ces chrétiens à batailler avec des résistants, parce que il y avait donc une société constituée autour donc de Kral, hein, c'est-à-dire des empires qui au niveau de l'architecture urbaine avaient constitué des forteresses qui leur permettaient effectivement de voir venir l'ennemi.
Ce qui fait qu'ils ont pu remporter énormément donc de victoires, notamment par rapport à Napoléon III, qui voilà, les Français n'ont pas pu digérer effectivement la mort d'un représentant, un digne représentant effectivement de l'aristocratie. Donc, ce qui prouve justement que ces sociétés avaient toutes les armes et toute l'intelligence pour juguler l'ennemi. Sauf que face à eux, ils avaient des êtres convaincus. Pourquoi je parle de la conviction? Il y a une notion qui a été développée par un sociologue, Max Weber, qui fait le distinguo entre la conviction et la responsabilité. Et ça, c'est très important à comprendre. C'est-à-dire que les personnes, lorsqu'ils arrivent sur le territoire, ils vont perpétrer des crimes au nom de Dieu, parce que pour eux, il n'y a pas d'autre alternative à l'équité, c'est-à-dire à le fait de pratiquer le juste tel que leur Dieu l'a voulu. Et aujourd'hui, on parle de la société arc-en-ciel. Alors, il y a beaucoup de choses à redire, puisque les populations mélanodermes vivent dans des coins de relégation, qu'on appelle des bantoustans, et ces bantoustans sont considérés comme occupés par des populations les plus démunies. Parce qu'il faut reconnaître qu'il y a des mélanodermes qui ont réussi en Afrique du Sud, qu'il y a eu des mélanodermes qui ont collaboré avec les Afrikaners. Quelques 60, ils n'étaient pas nombreux, ils ont collaboré avec les Afrikaners pour pouvoir mener à la victoire, pour pouvoir comprendre le langage des populations bantoues. Donc, ça veut dire de manière très claire qu'aujourd'hui, mettre en avant la société arc-en-ciel par le biais du sport, ça signifie que d'une manière ou d'une autre, on est encore sur la conviction. C'est-à-dire que ils intègrent la démarche de croire que pour pouvoir arriver et aboutir à une sorte de société égale, il faut d'une manière ou d'une autre qu'ils aient la suprématie sur cette population-là. Attends, je vais te donner ta parole, que tu enchaînes sur ça, parce que toi aussi, tu étais un peu tu m'en as parlé en aparté de l'histoire de l'Afrique du Sud. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Ouais, moi j'ai du mal à définir la folie et même la sociopathie. Donc j'ai du mal à la définir, d'une part parce que je suis pas de ce milieu. Alors quand tu dis ça, tu parles de qui? Alors j'ai du mal à comprendre que quelqu'un qui est sur son continent de l'autre côté de l'Atlantique puisse se dire un lundi, tiens, je vais aller conquérir une autre partie du monde et faire ma loi avec une Bible à la main et un fusil. Et c'est ce qui se passe vraiment. Hatshepsut a entièrement raison. C'est vraiment ce qui se passe. C'est de la sociopathie pure, à savoir que des gens quittent leur territoire. Je vais parler de locodermes et arrivent dans des territoires mélanodermes et décident de tuer à outrance. L'Afrique du Sud, c'est ça. Faut pas chercher. C'est de la supériorité technologique avec des fusils dans lesquels on tue tous les Noirs qui peuvent se trouver devant nous parce qu'on les considère comme les fils de Cham, des trucs, des stupidités bibliques. Et c'est vraiment des tueries sauvages. C'est pas vraiment un pays dans lequel on peut sourire. Tout à l'heure, on parlait des Sud-Africains qui ont gagné la Coupe du Monde de rugby, mais le sourire sont vraiment franchement crispés. Faut savoir que c'est ce que c'est dans ces territoires-là où des gens sont morts, tels que on va parler des peuples zoulous qui ont été vraiment qui ont résisté comme ils ont pu par une alliance avec Shaka Zulu. Et les Africains se sont battus dans le sang, donc faut pas voir ça comme quelque chose de facile. C'est vraiment du sang sur du sang, des massacres sur des massacres, où des sociopathes arrivent de n'importe où et commencent à tuer n'importe qui pour une histoire de Bible qui est vraiment qu'une foutaise. Il est temps que notre peuple se réveille, et pour ça, il y a des combats à mener, des gens qui ne doivent pas se trouver là devraient quitter le territoire, et l'Afrique du Sud devrait retrouver son blason avec soit un partage réel, ou soit pas de partage du tout. Et là, il est temps de mettre les sociopathes un peu dehors. Ça, c'était la première partie. Et puis, pour en revenir à tout à l'heure, on a parlé d'un... Ouais. C'est vrai qu'il y a certaines personnes, notamment, je me rappelle du docteur de la mort, là, en Afrique du Sud, la Wouter Basson, qui a été à l'origine d'un projet de mort. Je me souviens plus, c'était quel président qui l'avait chargé de faire ça.
Et ce docteur, d'ailleurs, docteur ou cardiologue, est toujours en activité. Hein. Vous pouvez trouver son lien LinkedIn et ça a été prouvé. Hein. Il a été jugé pour ça et forcément, il a écopé de aucune peine. Il a été prouvé qu'il il mettait en place des poisons, des choses comme ça pour tuer les Noirs d'Afrique du Sud. Et ce mec-là est toujours en liberté, tranquille. Mais je te ferai juste remarquer une petite chose. Juste une petite chose à remarquer, c'est comment nous on se comporte. Remarquez qu'il n'y a aucun Africain qui a réellement massacré des Blancs sur toute l'Afrique continentale. Il n'y a jamais eu un Africain qui s'est levé un lundi et dire « ma faut tous les massacrer ». Donc la sociopathie, faut pas la voir comme cette folie-là meurtrière que eux ont. Nous, on n'est pas vraiment dans cet objectif-là. On peut faire des saletés entre nous, il n'y a pas de souci. Mais on n'a pas cette folie de conquête de se dire qu'un lundi je vais arriver dans un territoire et tout massacrer parce que j'ai un fusil à la main. Donc on n'est pas vraiment dans cette folie. Eux l'ont, on espère de tout temps que les ancêtres puissent leur parler et puissent les remettre sur la bonne voie parce que même aujourd'hui en 2023, c'est en 6260 comme on voudrait, c'est pas encore gagné. Ces gens-là sont encore dans une folie débile. On le voit même sur le continent avec le Mali, qui considère qu'on fait trop de femmes, qu'on fait trop d'enfants, que nos femmes font trop d'enfants. Enfin bref, des folies qui sortent de leur cerveau malade. Et il est temps qu'un jour que les nôtres prennent le dessus de manière positive encore, de manière culturelle encore, qu'on puisse s'imposer et puis qu'on puisse un jour remettre de l'ordre dans les méfaits dans leur cerveau malade. Alors, je voulais juste rajouter par rapport à Dr Bouter-Basson et dire que non seulement ce médecin n'a pas été condamné, mais il est vraiment en liberté. Il s'agit de quelqu'un qui a fabriqué des vaccins pour des millions de personnes hein, qu'on a fait tuer. Ça c'est un. Et deuxièmement, aujourd'hui encore, les terres en Afrique du Sud sont encore pour 80%, je dis bien 80%, la propriété des Blancs en Afrique du Sud. Donc il n'y a que avec Mugabe, avec les accords de Lancaster House, qu'il a tenu à ce que les terres reviennent en fait à leurs propriétaires de base. En Afrique du Sud, on a encore ce problème, 80%. Vous imaginez 80%. L'autre côté, l'Afrique du Sud avec la bombe atomique, mais avant l'accession de Mandela au pouvoir, on a demandé à l'Afrique du Sud de démanteler leur arsenal nucléaire, alors que l'histoire a prouvé, et comme vient de le dire Aton, que c'est les seuls pays ou les seuls continents où il n'y a pas eu de massacre de masse. C'est-à-dire c'est les gens qui ont toujours respecté l'humain en masse. Alors que ceux qui détiennent aujourd'hui les bombes nucléaires et les bombes atomiques, ce sont les mêmes qui ont massacré sur les 5 continents. C'est-à-dire qu'en Amérique, aujourd'hui, la population que nous voyons n'a rien à voir avec la population d'origine. Mais les gens ont été massacrés. En Europe, c'est pareil, massacrés. En Asie, c'est pareil, massacrés. Mais n'empêche que c'est eux qui ont les armes atomiques et c'est eux qui déterminent qui peut avoir ou ne pas avoir la bombe atomique. Donc, toutes les personnes qui ont été en contact avec eux. Comment? Toutes les personnes qui ont été en contact avec eux, un lundi ou un mardi, ont disparu ou ont été vraiment très très réduits, sauf l'Afrique. Voilà. Et non, encore aujourd'hui, tout chercheur, hein, scientifique, médecin, même jeune sur les nouvelles technologies, dès qu'il découvre quelque chose d'intéressant, mais du jour au lendemain, il disparaît. Non, c'est-à-dire que les méthodes sont restées pareilles, et donc il appartient aux Africains d'adopter un autre type de comportement pour pouvoir non seulement vivre, parce qu'il s'agit quand même de leur survie, et de passer à autre chose. Donc, en Afrique du Sud, il va falloir que les répartitions se fassent et que l'économie soit réellement dans la main des Africains. Alors, je voulais juste préciser. Oui, je voulais juste conclure que tout à l'heure, j'ai parlé effectivement de la structure urbaine, qui est pas urbaine, mais au niveau architectural, hein, c'était vraiment des territoires qui étaient, il y avait donc des édifications de choses vraiment monumentales sur ces territoires-là. Hein. On en parle très peu, mais je vous invite donc à chercher de la documentation concernant donc le bâti en Afrique du Sud. Donc c'est les populations de ces populations que l'on met sur un terme générique zoulou ont été j'allais employer le terme victime, mais il y a eu de la résistance, on va dire,
ils ont été opposés à une violence de l'extérieur, alors que lorsque ces gens arrivent sur le territoire, ils ont déjà des problèmes sur leur territoire d'origine. Ça veut dire qu'ils vont exporter des mentalités, ils vont exporter au niveau juridique, au niveau religieux, au niveau architectural aussi. Parce qu'effectivement, ils vont bâtir. Alors, c'est regarder donc toutes les iconographies qui mettent en valeur donc les boers, les afrikaners avec la construction de leur maison. Donc voilà, hein, de françaises, des huguenots, parce que c'était effectivement des populations très croyantes. Donc ils avaient effectivement, c'était aussi des aristocrates qui fuyaient les persécutions. Ils sont arrivés avec un savoir. Donc ils arrivent sur ce territoire-là. Et ils vont imposer des problèmes extérieurs, des chaînes de pensée extérieures à des populations qui eux-mêmes avaient déjà structuré leur société et qui vivaient parfaitement de manière harmonieuse entre eux. Ils vont détruire jusqu'à aujourd'hui. Ils portent les séquelles. Et Aton a dit que c'était des gens qui importaient, qui exportaient de la maladie mentale. C'est-à-dire que ils vont amener ailleurs, et notamment la mort donc du jeune prince, donc fils de Bonaparte III, voilà, de Napoléon III, est considéré comme un drame. Mais pour eux, le massacre des populations noires est, contrairement à ce que l'on peut penser, comme étant justifié, quelque chose qui rentre dans une logique de la conviction. Et la responsabilité, ils ne peuvent pas l'assumer, puisque pour eux, les conséquences de leur action, elle est parfaitement légitime. Elle est de plus légitime qu'elle a été autorisée et poussée par Dieu. Donc, ils ne peuvent pas être responsables de quelque chose qui a été voulu par le divin, soi-disant. Puisque pour eux, ils étaient des chrétiens, des protestants persécutés qui arrivent sur une terre promise. Et toutes les victoires qu'ils vont gagner, ils ne voient pas, hein, on devrait rentrer dans les détails comment ils gagnent certaines victoires et comment d'autres résistent, hein, de manière froide, de manière structurée, hein, de voir l'art de la guerre des deux côtés. Ils ne l'ont pas emporté parce que Dieu l'a voulu, mais parce qu'ils étaient déterminés, comme s'ils étaient portés par une force mentale, comment dire, un peu comme au sport, quelque chose qui les pousse à gagner, quelque chose qui les pousse à aller de l'avant. C'est comme ça qu'il faut les regarder. Et Aton a raison de dire que c'était des gens qui avaient certainement des désordres mentaux. Parfait, on va s'arrêter là. En tout cas, merci beaucoup hein, pour d'avoir débattu hein, sur ce sujet. Aujourd'hui, on a parlé du sport, on a fait une transition sur l'Afrique du Sud. Bien sûr, hein, c'est un podcast parmi tant d'autres qui vont arriver. On vous prépare encore plein de sujets. Donc, pensez à vous abonner à notre podcast. Pensez à liker, à laisser les commentaires si ça vous a plu. Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. En tout cas, merci à vous l'équipe et à très vite. Merci tout le monde. Merci les copanélistes. Merci Thomas. Vous abonnez, laissez vos commentaires. Abonnez-vous.